Donc, cette masterclass, elle est organisée par des étudiants de l'IAE Savoie-Mont-Blanc. Donc, nous sommes 7 étudiants en alternance, en master première et deuxième année en marketing digital. Ce webinaire se réalise en partenariat avec le club des entreprises de l'université. Et donc, pendant 2 heures, nous serons accompagnés de 3 professionnels. Donc, Anthony Beder, maître de conférence, Violaine Berny et Isabelle Colombier, qui sont salariés de la société AFB. Et donc, ils nous partageront pendant ces 2 heures leur expertise et échangeront sur leurs idées et expériences pour répondre à la problématique suivante. Donc, entre utopie et réalité, quel défi pour manager le handicap en entreprise? Alors, pour le bon déroulé de notre masterclass, je vais gentiment vous demander de tous bien vouloir couper vos micros. Vous êtes libre de poser vos questions en direct dans le chat prévu à cet effet. On prendra le temps de répondre à toutes vos interrogations à la fin de la masterclass. Aussi, pour votre information, on enregistre le Zoom pour pouvoir le diffuser ensuite en replay et aux personnes qui ne peuvent pas être présentes aujourd'hui. Donc, vous pouvez couper vos caméras si vous le préférez, si vous ne voulez pas apparaître. Je laisse maintenant la parole à nos intervenants, donc Violaine, Isabelle et Anthony. Merci. Bonjour, je suis donc Violaine Berny et je suis en charge de l'animation des ressources humaines au sein d'AFB, que j'aurai l'occasion de présenter par la suite. Et au sein d'AFB, j'ai pour mission de déployer une véritable politique d'inclusion en développant en particulier l'employabilité des personnes en situation de handicap, tout en favorisant bien entendu leur épanouissement aussi bien professionnel que personnel. Alors, je prends de la suite. Bonjour, enchantée. Je suis Isabelle Colombier et je suis chargée d'insertion au sein d'AFB. Et j'accompagne donc les salariés en situation de handicap dans leur démarche administrative, sociale et aussi dans leurs projets professionnels. Bonjour à toutes et tous. Donc moi, je suis Anthony Bedaert. Je suis enseignant-chercheur en sciences de gestion à l'université Savoie-Mont-Blanc. Plus particulièrement, donc, je fais de la recherche en marketing et en comportement du consommateur. J'ai fait ma thèse sur la consommation et le handicap et je travaille encore là-dessus aujourd'hui sous pas mal d'angles différents, donc, que ce soit la transformation identitaire, l'exclusion, la vulnérabilité, le rapport au temps, etc., etc. Ce qui m'a amené à travailler là-dessus, c'était notamment la critique que je voulais adresser notamment au marketing sensoriel et au côté tout sensoriel des magasins et des environnements commerciaux, où à un moment donné, je me suis posé la question et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe quand on a une perception différente? Donc voilà ce qui m'anime depuis ma thèse et qui me laisse encore beaucoup de travail aujourd'hui. Du coup, je vais avoir l'occasion de vous présenter davantage AFB. Donc, AFB est une entreprise annécienne et a une particularité, c'est que c'est une entreprise adaptée. Alors, vous allez certainement, pour la plupart, me demander ce que c'est qu'une entreprise adaptée. Une entreprise adaptée, c'est en fait une entreprise du milieu ordinaire, c'est-à-dire qu'elle est soumise à la même réglementation en matière de droit du travail que n'importe quelle autre entreprise. Pour autant, elle a la particularité de bénéficier d'un agrément d'État qui nous aide à favoriser l'embauche et le maintien d'ailleurs dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Alors très souvent, AFB embauche des personnes qui ont un parcours plutôt éloigné de l'emploi. Et donc, pour mener à bien cette mission, eh bien, on bénéficie d'aides financières de l'État et qui visent à compenser en fait les conséquences du handicap. Donc, nous sommes vraiment soumis aux mêmes contraintes de rentabilité, d'efficacité économique que toute entreprise commerciale.
On a les mêmes exigences que nos clients en termes de qualité, de performance, je sais pas, de réactivité. Et de la même manière, nos collaborateurs ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que tout collaborateur d'une entreprise dite plus classique. C'est-à-dire qu'on applique un règlement intérieur, ils ont chacun des objectifs, on les accompagne, on développe leurs compétences. Voilà, c'est vraiment la même réglementation. AFB, au-delà d'être une entreprise adaptée, elle a également une seconde particularité, c'est que c'est une entreprise à but non lucratif. Alors, vous allez me dire, mais seules les associations sont à but non lucratif en France. Eh bien, vous avez raison. Mais comme AFB est copié d'un modèle allemand et qu'en Allemagne, le statut juridique de l'entreprise à but non lucratif existe, notre président, M. Éric Lor, s'est posé la question de savoir comment il allait faire pour appliquer ce statut. Eh bien, pour ce faire, il a inscrit cette mission dans ses statuts d'entreprise, à savoir que chaque actionnaire de l'entreprise ne se reverserait aucun dividende, mais que l'ensemble des résultats serait reversé dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc, c'est vraiment ce qui nous anime au quotidien, nous, et en particulier l'équipe RH. Qu'est-ce que fait AFB? AFB a pour mission principale de donner une seconde vie au matériel informatique en proposant, comme je vous l'ai dit, des emplois durables à des personnes en situation de handicap. Notre activité, c'est vraiment récupérer des parcs informatiques et matériels, je ne sais pas, des ordinateurs, des téléphones auprès de partenaires. On récupère les équipements, on efface les données, on teste les machines et après les avoir testées, eh bien, si la machine peut bénéficier d'un reconditionnement, on reconditionne la machine en vue de la revendre, soit auprès de nos boutiques, soit en magasin. Nous avons aujourd'hui 5 sites, un à Annecy, donc c'est le siège social, un à Grenoble, un à Caen, un à Nantes et un à Strasbourg. Nos valeurs sont très fortes, comme vous l'avez comprise. Elles reportent sur 3 piliers principaux. Le premier, c'est l'écologie. Donc, c'est vraiment reconditionner, donc donner une seconde vie et prolonger la durée de vie des matériels informatiques en favorisant donc l'économie circulaire. Le second, c'est l'aspect social, en formant, en recrutant des personnes en situation de handicap. En effet, intégrer AFB, c'est vraiment l'opportunité pour beaucoup de s'insérer ou de même se réinsérer dans la société. On a certaines personnes en fait qui ont une rupture de vie, de parcours professionnel suite à l'arrivée d'un handicap, et donc AFB leur permet de se réinsérer dans la société. Et puis, c'est évidemment l'opportunité aussi d'évoluer. On a un vrai programme de formation, on développe énormément les compétences des personnes en vue, pour certains, de leur permettre de rejoindre des entreprises plus classiques. Et puis, notre troisième pilier, c'est vraiment un modèle économique. L'idée, l'enjeu, c'est de bâtir un modèle économique plus durable pour pérenniser des emplois. On a un objectif aussi qui est fort, c'est d'étendre notre ancrage territorial pour donc augmenter l'impact économique et social, et tout en limitant et en favorisant les circuits courts pour dynamiser le tissu économique local, et c'est la raison pour laquelle on a plusieurs sites en France. Voilà, donc aujourd'hui, AFB, d'un point de vue RH, emploie 175 salariés. Pour la petite histoire, on était tout juste 120 en début d'année 2021. Donc, c'est vrai qu'on a une activité qui croît énormément. Et sur ces 175 salariés, il faut savoir que 70% sont en situation de handicap. Et les personnes en situation de handicap aujourd'hui, chez nous, peu importe le poste, peu importe le type de handicap, qu'il soit visible, invisible, peu importe le niveau de responsabilité, en fait, l'idée aujourd'hui, c'est de réussir à travailler tous ensemble. On vise vraiment au quotidien à prendre en considération chaque collaborateur, quel qu'il soit, qu'il ait un handicap ou non, en fait, comme une personne unique. Donc, l'idée, c'est vraiment de compter, d'identifier les besoins de chacun et de travailler sur vraiment les conséquences du handicap pour garantir vraiment les mêmes chances pour tous. Voilà aujourd'hui pourquoi AFB est présente dans cette masterclass, et vous aurez compris, j'imagine, par cette présentation, l'essence même de notre entreprise.
Merci beaucoup, Violaine. On va continuer cette introduction par un petit quiz. Donc, il y aura 3 questions avec une seule réponse possible. Donc, ça sera directement sur Zoom. Vous allez bientôt voir apparaître la toute première question sur votre écran. Voilà, donc normalement, elle a dû apparaître. Donc, je la lis avec vous. Quelle part représente les handicaps qui ne sont pas visibles au premier regard, qui sont aussi appelés les handicaps invisibles? Donc, première réponse, 30%. Deuxième réponse, 60%. Et troisième réponse, 80%. Je vous laisse quelques instants pour répondre. Je vois que vous êtes beaucoup à répondre, ça fait plaisir. C'est chouette. Je vous laisse encore quelques petites secondes. On a une trentaine de réponses, on est un peu plus nombreux. On peut essayer de monter un peu plus. Allez-y, n'ayez pas peur, c'est anonyme. Nickel. On a encore 5 secondes et on met fin au vote. Merci. Alors, c'est mitigé entre 60 et 80%. Donc, la vraie réponse, c'est 80%. Donc, en effet, 80% des handicaps sont invisibles et souvent méconnus du grand public et des employeurs. Donc, je laisse Marie annoncer la deuxième question qui va bientôt s'afficher également sur votre écran. Alors, donc pour la deuxième question, on vous demande, est-ce que l'employeur a le devoir d'annoncer l'intégration d'une personne en situation de handicap dans une équipe? Donc, vrai ou faux, pareil, on vous laisse un petit temps de réponse. Les votes montent, pareil. Je laisse quelques secondes de plus. Soyez pas timide, encore une fois, c'est anonyme, vous pouvez y aller. Top. Allez, on met fin au vote. Alors, donc, évidemment, on a une plus grande partie de réponse qui est faux. Donc, c'est faux puisqu'il n'y a aucune obligation. En effet, donc l'employeur, il doit d'abord voir avec la personne concernée si celle-ci, elle souhaite qu'une communication soit faite au sein de sa future équipe et surtout si cela est nécessaire. Donc, je vais laisser Shirley enchaîner avec la troisième question. Alors, la troisième question qui va bientôt s'afficher, donc troisième et dernière question. Pareil, une réponse unique. Alors, on a un petit souci sur le sondage pour la troisième question. Donc, peut-être que tu peux l'énoncer à voix haute et on peut peut-être lancer les votes dans le chat parce que ça ne veut pas s'afficher. Pas de souci, on va mettre ça en direct. Donc, troisième question. Quel est le point commun, écoutez bien, entre Marilyn Monroe, Albert Einstein et Molière? Donc, je répète, quel est le point commun entre Marilyn Monroe, Albert Einstein et Molière? Donc, première réponse, ils étaient bègues. Deuxième réponse, ils souffraient d'hyperactivité. Troisième réponse, ils étaient diabétiques. Donc, les réponses commencent à arriver dans le chat. Je vous les écris aussi. On laisse un petit peu de temps. On a de la réponse 1, on a de la réponse 2.
On a de la 3 aussi. Donc, ils étaient bègues, ils souffraient d'hyperactivité, ils étaient diabétiques. Voilà, donc comme la plupart d'entre vous a répondu, donc oui, Marilyn Monroe, Albert Einstein et Molière étaient bègues. Ils ont réussi à surmonter ce trouble de l'addiction qui est classé parmi les désordres émotionnels ou comportementaux par l'Organisation mondiale de la santé et reconnu comme un handicap par la loi de 2005. Donc, merci à tous d'avoir joué le jeu pour ces 3 petites questions qui ont introduit du coup le sujet du handicap. On va donc laisser la parole à Anthony qui va nous présenter finalement le handicap. Et donc le handicap, donc là, en définition très classique pour commencer, a été défini en 1971 dans le cadre de la classification internationale des handicaps comme, je cite, un désavantage pour un individu découlant d'une déficience ou incapacité qui limite ou empêche l'accomplissement d'un rôle jugé normal pour cet individu au regard de son âge, sexe et de ses variables socioculturelles. En fait, vous pouvez voir ici finalement une définition importante et intéressante qui date d'il y a 50 ans, mais précise quand même un certain nombre d'aspects. Et en gros, du coup, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a différents paliers à considérer avant de parler de handicap. C'est-à-dire une déficience tout d'abord. La déficience, ça va par exemple être la surdité ou un membre paralysé. Mais parfois, certaines déficiences ne vont pas nécessairement générer une perte de capacité fonctionnelle. C'est quelque chose de fondamental parce qu'en réalité, l'amalgame peut être vite fait et vous verrez qu'on reviendra là-dessus. En fait, il faut vraiment que cette déficience entraîne une perte de capacité fonctionnelle à un moment donné. Par exemple, le trouble qui va toucher votre main va vous empêcher de tenir une cuillère correctement. À partir de là, le trouble concerné va devenir va générer une gêne fonctionnelle et donc une incapacité. Et ensuite, cette incapacité débouchera sur un handicap à la seule condition qu'elle vienne entraver, voire empêcher totalement les activités et la participation sociale de l'individu. Donc en gros, si l'individu est atteint d'une incapacité à tenir sa cuillère en main, n'est pas gêné, ben, en fait, si par contre s'il n'est pas gêné, ce ne sera pas dans ses activités quotidiennes et dans sa socialisation, ce ne sera pas un handicap. Par contre, si effectivement ça en vient à le gêner, par exemple pour manger et donc pour interagir avec d'autres personnes dans le cadre de repas, etc., dès lors que c'est socialisé finalement, que l'individu est gêné dans ses activités quotidiennes, alors là on parlera de handicap. Donc ça c'est vraiment un premier aspect qui est fondamental pour bien comprendre qu'il y a une sorte de gradation en fait et que toute déficience n'est pas équivalente à un handicap. J'ai terminé pour cette slide. Parfait, merci. Et donc en fait, moi je vois déficience versus handicap, il y avait celle, la précédente avec les deux images. Ouais, merci. Donc en fait, la théorisation du handicap, c'est notamment construite autour de 2 approches. Donc la première, c'est le modèle dit médical du handicap. Donc en gros, celui-ci va postuler que l'anomalie corporelle est la cause du handicap. Donc en gros, c'est parce que vous avez une jambe en moins que vous êtes en situation de handicap, selon cette perspective. En fait, cette vision médicale va supposer une réparation de l'individu. En gros, on a un handicap qui va disparaître totalement dès lors que la déficience sera corrigée. Donc une prothèse, par exemple, si elle fonctionne bien, peut jouer ce rôle. Mais on est quand même globalement, de fait, dans une sorte de vision un peu misérabiliste, je dirais, du handicap. C'est finalement l'individu qui porte un peu le poids du handicap, le fardeau sur ses épaules, et qui se doit d'être adapté, réadapté au monde environnant. Et par exemple, donc là, sur la slide, vous voyez l'image de gauche, donc c'est une communication au Téléthon. Le Téléthon illustre quand même précisément la persistance, même si c'est plus majoritaire, hein, ce modèle social médical aujourd'hui, mais la persistance de ce modèle encore aujourd'hui, puisqu'en fait, l'idée du Téléthon, typiquement, c'est avant tout de dégager des fonds
pour espérer guérir des troubles finalement et donc les faire disparaître. Et si on regarde l'autre perspective, en fait, on trouve un modèle totalement opposé à cette conception qui est le modèle social du handicap. En fait, il inverse l'ordre des choses, c'est-à-dire que dans ce cas, c'est plus l'individu qui va devoir être, si vous voulez, adapté à l'environnement, mais plutôt l'environnement qui doit être travaillé afin de ne pas gêner justement l'individu porteur d'une déficience. Donc, en gros, ce sont les barrières qui vont s'imposer aux individus qui vont avoir tendance à générer un handicap. Dans ce contexte, il suffirait de lever de fait les barrières pour faire disparaître le handicap. Typiquement, dans un magasin, c'est le fait d'aménager l'espace de manière optimale afin de gommer les difficultés d'accès, etc., qui vont concourir à supprimer ce handicap, indépendamment d'une correction éventuelle de la déficience de l'individu. Du coup, on a ici deux approches qui représentent des extrêmes et qui sont de fait, comme elles représentent des extrêmes, plutôt contestées toutes les deux, et on trouve quand même aujourd'hui un certain nombre de travaux qui en fait vont prôner des postures intermédiaires, je dirais plus transversales, considérant notamment que le handicap va se situer à la fois au croisement de ces aspects corporels et de ce travail sur l'environnement. Il y a, à mon sens, vraiment, et ce qui ressort de manière générale hein, dans la littérature, il y a vraiment deux distinctions qui sont fondamentales. Donc, la première, mais je l'ai déjà évoqué dans le cadre de la définition qui a été donnée, où je vous disais qu'il y a des sortes de paliers et une gradation, c'est de bien faire la différence entre la déficience et le handicap. Au vu de ce qui a été dit précédemment, il paraît vraiment central en fait, d'éviter des postures pour définir le handicap, qui seraient des postures trop déterministes, justement. C'est-à-dire des approches, finalement, qui vont stipuler que parce que l'on a telle ou telle particularité, alors on aura tel ou tel comportement ou attitude. En fait, on trouve quand même un certain nombre de travaux sur le handicap qui, aujourd'hui, vont considérer celui-ci comme une expérience purement subjective. En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des individus, par exemple, pour bien faire cette distinction entre déficience et handicap, il y a des individus qui typiquement vont avoir 5 ou 6 dixièmes d'acuité visuelle et en fait se sentir très, très, très handicapés alors qu'ils ne sont pas profondément malvoyants. Puis il y a des personnes à l'inverse qui ne verront plus du tout et qui en fait se sentiront beaucoup mieux. Donc en fait, la question de l'interprétation par l'individu, si vous voulez, est quelque chose de primordial au sens où ce n'est pas parce que l'individu a une déficience qu'il se sent handicapé, pas nécessairement. D'autant plus qu'il convient d'ajouter à cela d'autres éléments qui vont enrichir encore et je dirais accréditer cette distinction, qui est notamment la prise en compte du rôle du contexte socio-culturel dans lequel l'individu va s'inscrire. Parce qu'en fait, le regard sur tel type de déficience, tel ou tel type de déficience va avoir tendance à différer selon le pays dans lequel on s'inscrit, etc., parce que chaque pays va avoir un rapport différent, plus ou moins tolérant, plus ou moins inclusif, ou à contrario, plus ou moins stigmatisant, à l'égard du handicap. Et c'est d'ailleurs la même chose avec les entreprises. Hein. Le poids du handicap se fera probablement moins ressentir dans une entreprise comme AFB, qui est positionnée comme entreprise inclusive, que dans une structure pas du tout accoutumée à l'accueil de personnes porteuses d'une déficience. Et enfin, pour ce point de déficience versus handicap, j'aimerais aussi préciser que le handicap et son vécu sont des choses très dynamiques. C'est quelque chose de situationnel, au sens où, en fait, ce n'est pas parce qu'on se sent handicapé à un moment de sa vie que cela ne va pas s'amplifier ou se réduire au fur et à mesure du temps. Parce qu'en fait, au fil du temps, pardon. Parce que la déficience elle-même va évoluer à cause du vieillissement, par exemple, mais aussi parce que la personne va l'apprécier différemment au cours de sa vie. Donc, il y a vraiment cette question d'interprétation et d'expérience subjective qui est quand même centrale pour bien encore une fois, resituer le fait qu'une déficience n'engendre pas systématiquement un vécu de cette déficience comme quelque chose d'handicapant. Et puis, je serai plus bref sur le deuxième point, visibilité versus invisibilité. Mais selon moi, vraiment, ce deuxième point de vigilance pour décrire et comprendre le handicap, c'est la question de la visibilité et de l'invisibilité. On considère qu'environ, effectivement, 80% des déficiences sont invisibles, comme vous l'avez vu dans le quiz. Et pourtant, l'évocation du handicap et sa représentation dans le débat public
finalement, tout cela renvoie quand même assez spontanément au pictogramme fauteuil roulant, par exemple, etc. etc. Et c'est un enjeu central, à mon sens, que de considérer ces questions de visibilité et d'invisibilité. Et généralement, les déficiences invisibles demeurent assez peu représentées. Et d'ailleurs, vous avez donné quand même beaucoup de poids, par exemple, à 60%, et en fait, c'est tout à fait naturel dans ce contexte-là. 60%, c'est quand même beaucoup moins que 80%, et en fait, il y avait quand même un certain nombre parmi vous qui ont donné 60%, et en fait, c'est naturel, c'est juste parce qu'encore une fois, on a un débat public qui ne met pas forcément beaucoup en lumière ce type de déficience. Donc c'est un deuxième enjeu vraiment central de considérer la visibilité ou pas des déficiences. Alors, quels sont les enjeux liés au sujet du handicap en entreprise? Alors, de mon point de vue, il y a plusieurs enjeux importants. Spontanément, je dirais que la question de l'accès à l'emploi va se poser en premier lieu et que c'est sûrement un levier pour commencer, un levier d'inclusion important. Parce qu'en fait, l'accès à l'emploi, donc le fait dans un premier temps de trouver un emploi, d'être en mesure d'être recruté par une entreprise, etc., c'est quelque chose qui est assez important. Et en fait, dans la littérature, il y a plein de travaux, notamment ceux d'Anne Révillard, qui est une sociologue du handicap, qui vont montrer ô combien l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap est laborieux. Et en fait, là où il y a quelque chose à considérer, c'est qu'on n'est pas seulement sur la personne est employée ou pas. C'est-à-dire qu'une fois employée, la personne en situation de handicap, généralement, va quand même assez souvent pâtir de la qualité de l'emploi qui lui est proposé. Parce qu'en fait, même une fois en poste, les personnes en situation de handicap, comment je peux dire, vont souvent, entre guillemets, avoir des emplois de qualité moindre, avec moins de responsabilités, davantage d'emplois à temps partiel qu'à temps complet, alors que ce n'est pas du tout leur souhait, un écart salarial qui sera généralement notable à job comparable à celui exercé par des personnes dites valides, etc., etc. Donc ça, c'est quand même un premier enjeu, l'accès à l'emploi et le fait de considérer quel type d'emploi. Selon moi, un deuxième enjeu au sujet du handicap en entreprise, c'est la question de l'interaction, en fait, de la place du handicap dans cette interaction. Et ça rejoint l'une des questions du quiz, encore une fois, le handicap doit-il être un sujet finalement en entreprise? Je soulève la question, mais en fait, selon moi, c'est vraiment un enjeu de taille sur lequel les entreprises et différentes parties prenantes doivent se questionner. C'est-à-dire comment sensibilise-t-on, comment faire pour ne pas invisibiliser les individus concernés et à contrario pour ne pas les ghettoiser en les limitant justement à leur handicap. Et en fait, il y a ce curseur à trouver entre on n'intègre pas assez et puis du coup en fait ces personnes-là sont exclues ou on en fait trop et en fait on renforce peut-être aussi la stigmatisation en insistant beaucoup trop sur leur handicap. Donc selon moi, il y a vraiment ce genre de questions qui constituent un enjeu en entreprise. Et puis un dernier enjeu que j'aimerais soulever et qui me paraît important, c'est celui qui est lié à la récupération, je dirais, politique finalement du handicap. Qu'en gros, encore bien souvent, on a un certain nombre d'entreprises qui vont utiliser le handicap dans une logique de social washing, parce que c'est bon pour leur image de marque, par exemple, etc. Et évidemment, l'insincérité de la démarche peut souvent se poser, doit être questionnée. Et en fait, ce n'est pas parce qu'on aborde le handicap en entreprise que l'on est inclusif. Et ça, je pense encore une fois que Violaine et Isabelle en parleront mieux que moi, mais effectivement, il y a ce travail à faire sur le fait que traiter le handicap, c'est une chose, mais le traiter avec du discernement, c'en est encore probablement une autre. Donc voici en ce qui me concerne pour les grands enjeux que je soulève. Et effectivement, merci Anthony pour ces précisions. Est-ce que du côté de AFB, Violaine, Isabelle, vous voulez compléter ces points de vue au niveau des enjeux ou insister sur un en particulier? Moi, je rajouterais, je partage complètement le point de vue d'Anthony. Je rajouterais un point qui est pour moi fondamental, c'est le management et les managers eux-mêmes
qui vont accompagner les personnes en situation de handicap. Et sans sensibilisation, sans formation aux enjeux, à la connaissance du handicap et aux conséquences que le handicap pourrait avoir sur la prise de fonction, je pense que c'est peine perdue, c'est compliqué. Il y a un vrai enjeu de formation et de sensibilisation de chacun, et même des collaborateurs eux-mêmes qui vont travailler avec des personnes en situation de handicap, parce que l'approche ne sera pas tout à fait la même. D'accord, merci beaucoup. Anthony, on va rebondir sur ces éléments-là que vous nous aviez partagés, si vous le souhaitez. Avec plaisir, oui. Alors en fait, donc là, c'était un peu pour illustrer finalement ces ambivalences et ces oppositions, déficience, handicap, visibilité, invisibilité, etc. Donc là, ce sont des extraits d'entretiens que j'ai choisis, d'entretiens que j'ai réalisés avec des personnes en situation de handicap, ou en tout cas porteuses d'une déficience. Et c'était justement pour pouvoir un peu illustrer les propos en donnant des propos justement de personnes qui sont vraiment concernées. Donc on a par exemple Nathalie qui a 36 ans, donc le verbatim en haut à gauche, qui présente une déficience visuelle acquise et qui dit en France, le handicap, c'est pas la même chose que chez les Nordiques par exemple, parce qu'on est à la traîne, donc l'endroit où l'on est, j'ai envie de dire, est super fondamental. Donc, si vous voulez, j'ai choisi ce verbatim-là parce que je vous ai dit que le contexte socio-culturel était à prendre en compte et qu'en fait, de son point de vue, Nathalie fait vraiment une comparaison entre entre les pays nordiques qui seraient plus inclusifs, et ce qui se vérifie globalement dans la littérature sur le handicap en sociologie, en anthropologie du handicap, etc., et une France qui est, par exemple, comme elle le juge, un peu à la traîne, et ce qui se vérifie aussi avec, par exemple, la loi handicap de 2005, qui prévoyait une mise en conformité des établissements recevant du public à l'horizon 2015, et qui est extrêmement en retard. Donc voici pour ce premier verbatim. Sur la droite, vous avez un verbatim de Raphaël, 32 ans, qui présente des acouphènes, donc qui sont des sifflements, des bourdonnements auditifs que seul lui entend, et qui dit « Ne surtout jamais conclure des choses sans savoir, c'est la base. Franchement, hein, qui est dans ma tête, qui entend mes acouphènes, moi et seulement moi. La maladie, le handicap, les troubles divers, c'est juste individuel, personne ne pourrait se mettre à ma place. » Ici, c'était juste un verbatim pour insister sur le côté très personnel, subjectif et finalement incompressible de cette expérience de handicap. En fait, il est le seul à pouvoir l'apprécier. Et dans l'entretien, d'ailleurs, il dit même qu'en fait, comme on est en plus sur un trouble assez méconnu, même des spécialistes, des médecins ORL, par exemple, mettent parfois sa parole en cause, etc., etc. Donc, il y a tous ces aspects-là qui sont quand même fondamentaux également. Et puis, un dernier verbatim, c'est celui de Clément, 41 ans, donc, qui atteint une déficience visuelle innée cette fois-ci. Et donc, lui qui dit « Je n'ai jamais vu, mais cette déficience n'a jamais été dure à supporter. En fait, je le vis bien, tu vois, je ne me suis jamais posé la question. Ok, parfois, je vis des difficultés et suis peu autonome, mais ma vie est super cool. » Là, encore une fois, c'est pour vous montrer que il reconnaît le fait d'avoir des difficultés, il parle bien d'une autonomie un peu ébranlée à certains moments, mais dans tous les cas, j'allais dire de son point de vue, vous me pardonnerez l'abus de langage, comment dire, il est, en fait, là c'est une déficience qu'il vit plutôt bien et qu'il ne vit pas comme un handicap au quotidien, parce qu'en fait, il s'est construit, il s'est socialisé de cette manière-là, il a vécu avec des parents qui n'étaient pas malvoyants, mais qui en l'occurrence ont largement accepté cette déficience, l'ont accompagné dans l'éducation, etc. Et il n'a pas été malheureux. Donc, encore une fois, pour ne pas faire cette confusion entre déficience et handicap, l'un n'entraînant pas systématiquement l'autre. C'est bon de mon côté pour les verbatims. Du coup, Anthony, on va vous poser la question au niveau, pareil, de l'intégration versus inclusion. Ce que vous pensez de la différence de ces deux éléments et finalement, comment est-ce qu'on les distingue et comment cela va se manifester en entreprise?
Déjà, je trouve que le schéma que vous avez mis est extrêmement clair et qu'il est presque, enfin, qui se suffirait presque à lui-même parce qu'il est très parlant. Donc déjà, c'est plutôt superbe. Mais en fait, c'est un schéma, ouais, c'est vraiment un schéma qui résume particulièrement bien la distinction, je trouve, qu'on peut trouver entre intégration et inclusion. C'est-à-dire qu'en fait, l'intégration, dire que c'est un premier pas en avant, évidemment, par rapport à une mise à la marge des personnes en situation de handicap. Enfin, en situation de handicap ou d'autres situations. Hein. On retrouve la logique d'intégration et d'inclusion dans le cas de la place des femmes dans la société, dans le cas de l'ethnicité, etc., hein, sur plein de phénomènes sociaux. Ici, en l'occurrence, je reste accroché à la problématique de cette masterclass. Mais en fait, ces personnes étant, du coup, donc les personnes dans une situation d'intégration, les personnes en situation de handicap, d'abord, donc ce sont les points orange hein, sur les schémas pour bien situer. Et en fait, dans une logique d'intégration, comme vous pouvez le voir sur le schéma de gauche, en fait, on a les personnes en situation de handicap qui finissent, malgré tout, malgré ces efforts d'intégration, par constituer une sorte de sous-groupe dans le groupe social. C'est-à-dire qu'il y a quand même, à un moment donné, une forme de ghettoisation. La ghettoisation, c'est peut-être un peu fort parce que tout à l'heure, j'ai d'ailleurs employé le mot de ghettoisation, mais plus pour parler justement d'une vraie mise à la marge de la société. Mais en tout cas, on a quand même des individus qui vont se retrouver entre eux tout en étant quand même partiellement admis. Et en fait, donc on a des personnes en situation de handicap qui intègrent le groupe social, mais qui à la fois constituent quand même un ensemble un peu à part. Si vous regardez le schéma de droite, en fait, qui cette fois-ci est centré sur l'inclusion, en fait, l'inclusion, c'est vraiment lorsqu'il n'y a plus cette séparation. Donc, en gros, tout le monde se mélange sans que les différences ne soient mises en évidence. Et en fait, c'est ça une inclusion stricto sensu. Et ce qui est d'ailleurs très compliqué, en fait, c'est ça. Dans le cadre d'une situation d'inclusion, les personnes en situation de handicap se fondraient dans le groupe. Et l'idée, de fait, n'est pas que, que leurs besoins et que leurs difficultés à être autonomes, etc., soient ignorés, bien sûr. Hein, c'est pas parce qu'ils se fondent dans le groupe qu'ils sont des individus sans propre spécificité, mais juste que ce ne soit plus vraiment un sujet finalement et un sujet source d'oppression. L'idée avec l'inclusion, c'est qu'on en vienne à ne plus labelliser, je dirais, la personne concernée parce qu'elle aurait telle ou telle déficience. En gros, la déficience, c'est une spécificité de la personne, mais finalement, comme la couleur de cheveux, comme la couleur de peau, enfin, couleur de peau dans un monde idéal, parce qu'elle est encore source justement de ce type de débat, hein, ou comme le fait de préférer écouter du métal plutôt que du reggae ou du rap. C'est-à-dire quand on est dans une situation d'inclusion, en fait, le handicap ne sera plus un marqueur qui va faire qu'il y aura justement des personnes en situation de handicap d'un côté et les autres de l'autre. Voilà, en tout cas, de mon point de vue, comment je perçois cette différence très importante. Je vous remercie justement pour cette distinction qui était nécessaire. C'est maintenant du coup au tour d'AFB justement, qui est une entreprise inclusive, de nous illustrer en quoi justement ça en fait une entreprise inclusive et la différencie d'un terme d'intégration. Alors, si je reprends la définition d'Anthony, qui est de dire que l'inclusion, c'est une entreprise qui ne fait plus de séparation entre les personnes qui sont porteurs de handicap et les autres. Alors oui, en effet, et bien évidemment, on pratique une réelle politique d'inclusion. Déjà, et de par notre statut d'entreprise adaptée, en fait, on répond à cette obligation d'inclusion. En effet, je crois qu'on vise vraiment tous ensemble, l'équipe de direction, l'équipe RH, les managers et les collaborateurs, tous ensemble. On essaie de prendre chaque collaborateur comme étant une personne unique. On essaie vraiment de comprendre les besoins et on s'attache à permettre à des collaborateurs, en particulier à ceux qui sont porteurs de handicap, en tout cas, d'exercer leur emploi
dans un environnement qui est le plus adapté possible, mais d'exercer leur emploi comme tout un chacun dans l'entreprise, en fait. Et vous allez avoir des personnes qui vont reconditionner des matériels informatiques. Certains vont être en déficience visuelle, d'autres vont avoir un handicap psychologique, d'autres, il va leur manquer un membre. Vraiment, c'est ça la force d'AFB. Et puis, on s'appuie donc sur une politique qui est propre, une politique d'inclusion inclusive qui est propre aux EA et qui met en avant un triptyque très important qui est l'emploi, la formation et l'accompagnement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en matière d'emploi, déjà, chez nous, ça se traduit en amont même de l'embauche et donc en amont même de l'arrivée du collaborateur au sein d'AFB. En effet, on s'appuie sur des partenaires, Anthony l'évoquait, hein, c'est comment trouver aussi et comment permettre à des personnes en situation de handicap qui sont souvent isolées de l'emploi, comment leur permettre d'arriver chez nous? Eh bien, on va développer des partenariats qui sont très forts avec les acteurs du SPE. Alors, le SPE, c'est le service public de l'emploi. Ça comprend les missions locales, Cap Emploi, Pôle Emploi. Et en particulier, donc, les liens qu'on va tisser sont très forts avec Cap Emploi, puisque ce sont des acteurs qui ont une connaissance des publics et qui ont une connaissance très forte des conséquences du handicap sur les situations de travail. Le deuxième point aussi, pour répondre pour permettre l'intégration de ces collaborateurs, c'est qu'on lisse et qu'on construit des liens vraiment très forts avec les médecines du travail. Ce sont vraiment des réels partenaires pour nous parce qu'ils nous aident à comprendre, encore une fois, la manière d'adapter au mieux les postes pour permettre à la personne de travailler dans la manière, dans l'environnement le plus serein possible. Très précisément, par exemple, je ne sais pas, actuellement, on est en situation de crise sanitaire, c'est vraiment bête comme exemple, mais on a des personnes qui sont à risque et avant même que le gouvernement pose des lois concernant la mise en sécurité des personnes, eh bien, nous, très vite, très rapidement, on a mis en place le télétravail pour permettre à ces personnes, à celles qui pouvaient, hein, d'être en sécurité et de pouvoir continuer à travailler dans un environnement serein. Un autre exemple, l'embauche d'une personne, on recherche un chauffeur manutentionnaire. Eh bien, il faut réfléchir aux conséquences du handicap. Quelles sont les limitations? Eh bien, une personne qui serait, elle, limitée en port de charge, malheureusement, même si elle a toutes les compétences, même si elle a l'envie, elle a la motivation, malheureusement, on ne pourra pas l'intégrer au sein d'AFB. Pourquoi? Parce que notre poste aujourd'hui requiert des compétences et qui sont ne pas être limitées en port de charge. Un dernier exemple, une personne malentendante, chez nous, c'est très facile de l'intégrer parce qu'on a les outils, on sait mettre en place des adaptations de poste, on sait lui mettre des lumières pour qu'elle puisse appeler si elle est seule ou en insécurité, on peut lui mettre des tablettes pour qu'elle puisse écrire avec ses collègues. Donc voilà, vraiment l'important chez nous, c'est de travailler sur les conséquences du handicap et c'est là où le pôle accompagnement social et professionnel prend tout son sens. Et donc, voilà, je pense que Isabelle, ça serait intéressant que toi, tu parles aussi de ton métier, de ce que tu fais au quotidien pour accompagner et pour rendre AFB une entreprise encore plus inclusive qu'elle ne l'est. Alors, donc, je vais prendre le relais, donc, Violaine, sur la partie accompagnement socio-professionnel des salariés au sein d'AFB. Comme tu le disais, chez AFB, donc, on accompagne les collaborateurs durant leur parcours au niveau social et professionnel. Sur le volet social, on va intervenir en fait dans plusieurs domaines.
Tout d'abord en lien avec la santé. C'est vrai qu'on met en place les aménagements de poste dès l'entrée des personnes, dès leur intégration au sein de l'entreprise. On réalise des études de poste quand c'est nécessaire, en collaboration avec les médecines du travail avec lesquelles on travaille sur les différents sites, et aussi Cap Emploi, qui est bien notre interlocuteur expert dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap. On met donc en place des aménagements techniques dont ont besoin les collaborateurs. Ça va être par exemple un fauteuil ergonomique, une table de travail qu'il est nécessaire de mettre à hauteur. Et donc tout ça se fait vraiment en fonction des besoins des salariés en lien avec leur handicap. Et c'est, donc comme le disait Violaine, un sujet qui est abordé dès l'entrée, dès le départ avec la personne. Sur la partie sociale, on va aussi favoriser la mise en lien avec des partenaires de santé externes, donc toujours en lien avec la médecine du travail, s'il y a besoin d'une prise en charge médicale spécifique pendant le parcours. Donc on peut effectivement, en lien avec la médecine du travail, diriger les collaborateurs qui en ont besoin, par exemple vers un centre médico-psychologique, s'il n'y a pas de prise en charge au départ. On vient aussi en appui sur une partie plus administrative de montage de dossiers d'aide à la compensation du handicap, cette fois-ci pour la vie de tous les jours. On a par exemple des collaborateurs qui doivent renouveler une demande de prothèse auditive, ou alors on a eu récemment donc l'installation en fait d'une manette pour le volant en fait d'un véhicule d'une personne, donc qu'elle puisse l'utiliser bien évidemment pour venir au travail, mais aussi dans sa vie de tous les jours. Donc ce sont des aides qui sont demandées en fait à la MDPH, à la maison départementale des personnes en situation de handicap, dans le cadre de prestations qu'on appelle des prestations de compensation du handicap. Au sein du service social, on va dire, on intervient aussi sur l'aspect financier, administratif, puisqu'on va venir en appui des salariés en fait dans leur démarche auprès d'organismes tels que les impôts, la CAF, aider à constituer un dossier de renouvellement de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, un dossier de renouvellement d'allocation d'adultes handicapés, l'AH. Donc on intervient sur tous ces sujets dès lors que le collaborateur en fait en a besoin. Et on peut aborder aussi des sujets comme la mutuelle, le logement, la mobilité, parce qu'effectivement c'est aussi important dans la recherche d'emploi. Et puis, il nous arrive aussi d'accompagner les salariés sur le sujet de la retraite, puisqu'on organise, par exemple, des interventions avec la CARSAT, donc la Caisse d'assurance retraite pour les futurs retraités. Donc, c'est vrai, j'ai beaucoup utilisé venir en appui, accompagner, c'est très important d'avoir en tête qu'on ne fait pas à la place de la personne, en fait, on fait avec. L'objet quand il y a besoin, il y a aussi plein de personnes en fait qui sont complètement en capacité de faire seules. L'objectif bien évidemment dans l'accompagnement en fait qu'on fait au sein d'AFB, c'est de rendre les personnes en fait autonomes et de leur permettre de prendre en main en fait leur parcours, de prendre ou reprendre confiance aussi en elles. Donc, en dehors des démarches sociales, au sein d'AFB, on intervient aussi donc dans l'équipe RH sur le volet professionnel, très important. L'emploi, le travail. On accompagne donc les salariés dans leurs projets professionnels, en tenant compte bien évidemment de leur parcours, de leur formation de départ, de leurs expériences professionnelles. Mais aussi de leurs besoins, Comme on le disait tout à l'heure, dès le départ, on va favoriser l'expression des besoins des personnes en lien avec leur handicap, de manière à ce que l'environnement soit le plus propice à ce que les personnes puissent se développer dans l'entreprise, s'épanouir. Donc sur ce volet professionnel, il s'agit soit de permettre aux salariés, comme le disait Violaine tout à l'heure, de monter en compétence sur le métier qu'ils exercent actuellement,
chez AFB, mais ça peut être aussi en fait d'élaborer un nouveau projet professionnel pour les personnes qui souhaitent en fait partir en entreprise classique ou alors se reconvertir dans un nouveau métier, hein, comme tout un chacun. Donc dans ce cadre-là, on accompagne en fait les personnes dans leur démarche. Sur de la découverte de secteurs d'activité en fait qui les intéressent et qui sont aussi possibles en lien avec leur handicap. On fait des visites d'entreprise, des enquêtes métiers pour aller à la rencontre des professionnels des métiers visés. Et donc, les salariés bénéficient d'un accompagnement individuel, personnalisé. Il ne s'agit pas de faire un copier-coller. Chaque situation est différente. Donc, on accompagne les personnes dans les démarches d'emploi aussi dès que le projet est validé, hein. On va aider à valoriser les compétences sur le CV, à réaliser des lettres de motivation. On organise en fait les démarches d'emploi, les personnes font des stages, des mises en situation en entreprise, se préparent à des entretiens d'embauche aussi, se préparent aussi à parler des conséquences de leur handicap sur le travail et des adaptations nécessaires. C'est très important, on en parlera tout à l'heure un petit peu plus, hein, mais ça permettra de faire la transition en fait avec les entreprises dites classiques. Les collaborateurs bénéficient de formations pour monter en compétences et aussi parfois pour décrocher un diplôme, hein, qui permettra d'accéder à l'emploi souhaité. On a donc des beaux parcours. On a des salariés qui quittent AFB pour un autre emploi, hein, en entreprise dite classique. Et on a aussi également des personnes en fait qui se réorientent en milieu protégé. Ça arrive, car parfois le milieu ordinaire n'est pas possible ou les met en difficulté. Donc là, effectivement, elles se réorientent en fait vers des structures comme les ESAT, qui sont des établissements et services d'aide par le travail, dans lesquels elles effectuent aussi un travail, mais voilà, ce sont des établissements qui ne dépendent pas du Code du travail. Donc tout cet accompagnement se fait avec bienveillance, hein. C'est notre ADN au sein d'AFB d'accompagner les personnes avec bienveillance pour qu'elles puissent se sentir bien. Et ce qui est très important, c'est que ça se fait main dans la main aussi avec les managers. Et là, Violaine, je vais te passer la main, hein, puisqu'effectivement, c'est aussi le travail qui est réalisé directement sur le terrain avec les équipes. En effet, AFB, c'est vraiment une forme de bienveillance, et intégrer AFB, c'est un savoir-être et qui se ressent. Donc, souvent en entretien, c'est ce qu'on dit, on dit aux personnes qui nous rejoignent, et elles peuvent penser que c'est du marketing, mais c'est une vraie réalité. Et pour ça, on s'appuie, comme le disait Isabelle, sur la clé de l'accompagnement. Elle repose vraiment, vraiment, vraiment sur les managers qui ont un rôle essentiel en fait dans notre organisation. C'est eux qui contribuent au quotidien à l'inclusion des personnes. C'est eux qui comprennent les conséquences du handicap. C'est eux qui adaptent ou qui demandent l'adaptation du poste. C'est eux qui permettent à chacun de travailler ensemble. Et donc ça, c'est possible chez nous parce qu'on forme les managers. Ce n'est pas inné de travailler, de comprendre le handicap et de travailler tous ensemble. Il y a une vraie volonté de sensibiliser les managers à ce handicap. Aujourd'hui, contrairement aux entreprises d'insertion, on n'a pas d'obligation de formation. Donc, nos managers n'ont pas un titre reconnu. Peut-être que ça viendra. Je pense que ça viendra. Mais en tout cas, aujourd'hui, l'État n'oblige pas les entreprises adaptées à avoir des managers qui soient diplômés ou certifiés. En revanche, c'est une réalité. Pour une bonne inclusion, c'est indispensable que les responsables aient une connaissance importante des notions de handicap et des conséquences que ça peut avoir sur les postes au quotidien. Voilà. Donc oui, je répondrai avec un grand oui que l'entreprise, que AFB est une entreprise inclusive.
Pour autant, en effet, on est nous aussi confrontés à des limites. Comme le disait, je crois, Anthony, c'est vrai que la société communique de plus en plus sur des politiques RSE, à responsabilité sociale et environnementale. Mais en tout cas, mon point de vue, c'est que ça ne fonctionne à l'extérieur de l'entreprise adaptée que dès lors que si chacun se sent concerné, l'État d'abord, vraiment, je pense que l'État a un vrai rôle dans ce management d'entreprise inclusive. Et donc, pour moi, ça ne peut fonctionner que si on donne les moyens aux entreprises ou si les entreprises se donnent les moyens de reproduire un peu le modèle de l'entreprise adaptée. Parce que sinon, c'est voué à l'échec, le handicap, il ne se gomme pas, malheureusement. Oui, on arrive à adapter les postes, mais si on n'a pas cette conscience du handicap, ça me semble très compliqué. Anthony aussi évoquait le social washing. Je partage complètement son point de vue. Communiquer sur des actions tape à l'œil, des one-shots, c'est bien, mais intégrer et créer une entreprise et une société inclusive, c'est pas que de la communication. C'est un vrai travail et un vrai travail au quotidien. Et penser aussi, il faudrait communiquer. Et la crainte aujourd'hui, je pense que des entreprises plus classiques, c'est de penser qu'une personne en situation de handicap puisse être moins performante. Et ça, c'est un vrai point. AFB, et quand on en parle avec notre président lui-même, au départ, il a communiqué plutôt sur l'aspect écologique de son entreprise plutôt que l'aspect social, pour la simple et bonne raison qu'il a pensé qu'on allait lui dire « mais tu travailles avec des personnes en situation de handicap ». Et donc, de fait, le travail sera moins bien fait. Aujourd'hui, on voit progressivement, et lui-même le dit, AFB va avoir 10 ans cette année, que les mentalités évoluent et que sur ce sujet-là, enfin, il s'autorise à communiquer qu'AFB est une entreprise adaptée. Il le disait beaucoup moins il y a 10 ans quand il a créé son entreprise. Il y a d'autres contraintes, d'autres limites. Peut-être Isabelle, tu veux rajouter quelques points là-dessus ? Ça rejoint ce que tu disais, hein, quand bien même AFB participe à l'insertion des personnes en situation de handicap et se positionne comme une entreprise inclusive, on est confronté quand même à des limites. Tout ne peut pas être compensé. On travaille avec la personne sur les adaptations possibles, mais parfois, effectivement, on est confronté aussi à des limites, à une impasse. Et puis aussi, donc lié aux enjeux économiques des entreprises dites classiques, c'est que la transition en fait avec l'entreprise classique est très importante et qu'on puisse en fait être les relais vers cette entreprise et communiquer, sensibiliser en fait aux adaptations qui sont nécessaires. On devra passer par là et on passe déjà en fait par là. Et on le voit nous au quotidien, hein, au sein d'AFB, ça demande une certaine agilité et c'est aussi en fait cette agilité en fait qu'on va attendre aussi des entreprises et qu'on va porter. Donc il y a effectivement ces deux aspects-là et puis aussi la question en fait du curseur en fait qu'il faut sans cesse ajuster, les questions qu'on se pose sans cesse en se disant effectivement on intègre, on accompagne les personnes de manière bienveillante et on manage de cette façon-là. Voilà, jusqu'où on va et de manière à faire la transition avec l'entreprise de manière générale et de façon à être en phase en fait, hein, et permettre aux personnes de s'insérer. Justement, pour rebondir un petit peu sur ce que vous dites, vis-à-vis des démarches que vous entamez par rapport à l'inclusion, on comprend que la société, elle n'est peut-être pas forcément, en tout cas la société aujourd'hui, elle n'est pas forcément adaptée de manière optimale à toutes les actions que vous pouvez mettre en place. Et est-ce que justement, ça, c'est un vrai frein aujourd'hui dans votre stratégie un petit peu, qui est de pouvoir inclure justement ces personnes en situation de handicap ?
Alors, au sein d'AFB même, non, pas du tout. En revanche, la difficulté, mais on va le voir peut-être dans un second temps, c'est qu'aujourd'hui, AFB a une obligation d'accompagner les personnes en situation de handicap vers l'entreprise classique. Et c'est là où on est confronté à des difficultés. Parce qu'aujourd'hui, nous, on va leur donner un cadre, une entreprise bienveillante, où on va comprendre leurs besoins. Mais qu'est-ce qui va se passer dès lors qu'elles n'auront plus ce cadre, en fait? Je ne sais pas, une personne au sein du service RH qui serait en situation de handicap, qui gérerait la paye chez moi, elle a les compétences, elle sait traiter des bulletins de paye, répondre à des collaborateurs qui lui posent des questions sur la réglementation en matière de droit social. En revanche, dans une autre entreprise, elle pourrait être mise en difficulté parce que on ne va pas s'adresser à elle de la bonne manière, parce que ses collègues vont lui mettre une pression qui va être différente, parce que il peut y avoir de nombreux facteurs qui font qu'elle est bien au sein d'AFB et on a su la comprendre et on a su adapter son poste. En revanche, le même poste ailleurs, ça ne pourrait ne pas fonctionner. Et on a aujourd'hui beaucoup de collaborateurs qui sont concernés par cette notion de transition vers l'entreprise extérieure, à qui on dit « mais tu as les compétences, tu vas y arriver, il n'y a pas de raison », mais qui sont complètement tétanisés parce qu'elles se disent mais je suis dans c'est presque entre guillemets une prison dorée à AFB. C'est un vrai sujet, en effet. Donc, en effet, pour répondre au slide d'après, est-ce qu'on parle de démarches d'inclusion trop avancées? Non, je pense qu'on n'est jamais… on peut toujours mieux faire, on peut toujours mieux comprendre, on peut toujours mieux adapter. Enfin, j'ai un cas qui vient en écho. Une personne est arrivée chez AFB, elle n'était pas en situation de handicap. Elle a postulé pour un poste, on l'a prise, elle était extrêmement compétente, elle était diplômée, elle avait l'expérience et puis très rapidement, elle s'est trouvée en difficulté sur son poste. Mais on s'est dit, mais c'est pas possible. Elle avait l'expérience, elle savait faire et pour autant, elle avait en fait un handicap invisible. Un handicap invisible qui lui permettait pas de comprendre les situations, qui l'empêchait d'interagir avec l'autre. Et ça, le manager s'est retrouvé vraiment en difficulté parce qu'il n'avait pas les clés et c'est bien dommage. Mais c'est qu'au départ, il a embauché une personne qui, comme tout à chacun, n'avait pas cette reconnaissance de travailleur handicapé. Et avec le temps, il a échangé avec le collaborateur, il a essayé de comprendre et un an après, l'histoire dit que ce collaborateur, il a bénéficié d'une reconnaissance travailleur handicapé, mais il s'est rendu compte par lui-même que le poste pour lequel il avait été embauché, finalement, quand bien même il avait les compétences, générait chez lui tellement de stress, tellement d'interaction avec l'autre qu'il était incapable, en fait, d'être bien à son poste de travail. Et donc, l'enjeu d'AFB aujourd'hui, c'est de travailler avec lui sur valoriser en fait les compétences là où il est bon. C'est une personne qui est qui va aller jusqu'au bout des choses, qui est très rigoureux, bien plus que n'importe qui. Et donc, c'est l'accompagnant à réfléchir et adapter qui il est vers un projet professionnel qui lui correspond davantage. Merci beaucoup pour ces éléments. Anthony, du coup, est-ce que vous voulez rebondir sur cette question de votre point de vue? Est-ce que vous voulez compléter ces éléments? Oui, j'allais pas ajouter grand-chose parce que je pense que c'était déjà extrêmement intéressant, mais c'était j'avais une réaction effectivement en faisant écho à… quelques éléments en réaction à la deuxième partie de la question, notamment, est-ce qu'elles perdent de leur impact une fois lancées dans la société actuelle? Et en fait, moi, j'ai vraiment le sentiment que pour ne pas perdre de leur impact, en fait, les démarches visant à favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap doivent vraiment être entreprises, et ça a été dit, et ça a largement été dit précédemment par Violaine et Isabelle, mais largement être entreprise en concertation avec elles. Et en fait, il y a vraiment
comment dire, selon moi, une réflexion essentielle à mener sur les bienfaits d'une posture participative pour justement faire en sorte que ces démarches d'inclusion aient un impact et un impact pérenne, justement avec cette idée d'éviter la verticalité. Parce que encore bien souvent aujourd'hui, quand on n'est pas dans un système, quand on n'est pas sur des entreprises inclusives et sur justement des organisations qui ont compris ces rouages, je dirais, de l'inclusivité, en fait, on a souvent des entreprises qui en fait vont concevoir, que ce soit des produits ou des postes de travail, par exemple, en destinant ces produits, postes de travail, etc., différents objets, aux personnes en situation de handicap, mais sans jamais les avoir consultés, en fait. Et je trouve que c'est quand même un vrai problème. Et moi, j'ai ce souvenir assez amusant, en fait, d'un répondant aveugle avec lequel j'avais fait un entretien, qui m'avait dit à un moment donné, donc il était aveugle, il était capable de déchiffrer le braille, en fait, et il m'avait dit, donc en l'occurrence, il m'avait donné l'exemple d'une enseigne de grande distribution, je ne sais plus laquelle, mais ça n'a pas beaucoup d'importance, mais qui en fait mettait des transcriptions en braille sur ses produits. Et en fait, il m'avait dit, un jour, j'ai voulu acheter des bacs de glace, en fait, de crème glacée, de sorbet, etc., etc. Il y avait un effort qui avait été fait parce que c'était écrit crème glacée en braille, mais à aucun moment n'était indiqué le parfum. Donc, il y a rien qui plus à un bac de glace qu'un autre bac de glace. En fait, il s'en était amusé, mais il m'avait dit texto que c'était une démarche qui était sympa, qui avait le mérite d'exister, mais qui en réalité était totalement incomplète, en fait. Et elle était incomplète, justement, de ce qu'il m'avait rapporté, parce qu'à un moment donné, vraisemblablement, il n'y avait pas eu de vraie participation des personnes déficientes visuelles à la conception de tout ça. Et du coup, ça mène quand même parfois à des sortes d'erreurs, à des sortes d'oublis qui sont regrettables. Et justement, je pense qu'il y a un travail à faire là-dessus, c'est-à-dire à un moment donné, accepter que les personnes en situation de handicap soient tout simplement les plus aptes à identifier leurs propres besoins et attentes et à répondre et à suggérer des pistes de réponse à ses propres besoins et attentes. Parce qu'on aura beau, je pense, faire toutes les démarches possibles et imaginables, à un moment donné, il n'en demeure pas moins qu'une personne, entre guillemets, valide, qui conçoit des dispositifs pour personnes en situation de handicap, si à un moment donné, elle n'a pas eu un vrai retour et une vraie co-création avec cette personne-là, il y a quand même le risque de faire des erreurs ou en tout cas d'oublier des choses qui finalement peuvent être regrettables. Donc là, ce n'était qu'un bac de glace et la personne en question avait relativisé, mais en me disant, du coup, en fait, j'y allais au petit bonheur la chance et puis en fait, je n'aimais pas rhum raisin et puis une fois, j'ai acheté rhum raisin, je suis tombé là-dessus parce que j'avais pas voulu aller embêter quelqu'un pour demander, etc., etc. Je pensais que ça pouvait être soit vanille, soit chocolat, soit pistache, ça m'allait. C'était rhum raisin, j'aimais pas, du coup, je l'ai refilé à quelqu'un d'autre. Et vous voyez, on est dans des choses dont l'exemple, je trouve que l'exemple est assez parlant sur ce côté finalement où en fait, on fait des choses, on les distille un petit peu, puis en fait, faut attendre après des retours consommateurs, etc. Après et je pense que c'est pareil du coup pour les employés, après que les choses soient lancées, après qu'il y ait eu, c'est vraiment de laisser erreur et c'est pas forcément un mal, mais il y a peut-être moyen en fait en amont de faire les choses de manière beaucoup plus co-construite, et auquel cas ce serait beaucoup plus percutant et beaucoup plus propice pour être pérennisé. C'est très important ce que vous dites, Anthony, et moi, ça me fait vraiment écho, en fait, dans le travail qu'on fait au quotidien, dans l'accompagnement des personnes, cette co-construction. La personne, elle est au cœur du dispositif, et qui mieux qu'elle pour savoir, en fait, ce dont elle a besoin au quotidien. On n'est pas là, en fait, pour penser, imaginer à sa place, mais bien de travailler ensemble. Et on se rend compte que ça fonctionne plutôt bien. Merci pour vos explications. Donc, du coup, on a déjà un peu anticipé sur la question suivante, qui est du coup, est-ce que la société d'aujourd'hui n'est pas encore prête à inclure de manière optimale les personnes en situation de handicap? Je pense que l'exemple d'Anthony pour la crème glacée est assez parlant. Est-ce que vous aviez d'autres choses du coup à ajouter à cette question-là pour y répondre? AFB ou Anthony, évidemment.
Je peux réagir rapidement si vous le souhaitez. En fait, alors, c'est quoi la formulation de la question? Oui, pensez-vous que la société d'aujourd'hui n'est pas encore prête à inclure une personne en situation de handicap? Oui, globalement, oui, je le pense. Enfin, en fait, d'année en année, on a quand même un plan handicap proposé par le gouvernement qui est critiqué, en fait, donc avec des associations en lien avec le handicap qui reprochent souvent des mesures trop peu franches, trop peu explicites quant au financement et aux modalités d'application, etc., etc. Donc, il y a déjà vraiment un premier problème sur la façon dont le handicap est considéré d'un point de vue vraiment macro-social et politique. Et en fait, l'énorme challenge que pose l'inclusion, à mon sens, c'est qu'à un moment donné, j'ai quand même le sentiment qu'elle se doit d'irriguer chaque parcelle de la vie des individus. Là, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, la personne porteuse d'une déficience devrait idéalement, je pense, pouvoir naviguer dans un environnement entre guillemets sans couture finalement, c'est-à-dire de manière extrêmement fluide, avec ce sentiment d'être constamment incluse. Et en fait, le souci qui se pose, c'est que c'est globalement très hétérogène, ça dépend des domaines d'activité, ça dépend de plein de trucs. Et en fait, on a une personne qui peut travailler dans une entreprise inclusive, par exemple, et se sentir incluse dans cette structure. Donc c'est déjà très bien, c'est ce que semble d'ailleurs rapporter finalement les employés de chez AFB, etc. Donc c'est quelque chose qui est super important. L'énorme problème, puisque là on est sur la question de la société, c'est qu'est-ce qui se passe une fois que la personne sort du travail. Si en sortant du travail, finalement, la personne s'est sentie incluse dans son environnement de travail, n'a absolument pas pensé que le handicap, que sa déficience était un frein et donc était handicapante, mais que finalement, elle est stigmatisée par un vendeur en allant faire ses courses, qu'elle éprouve des difficultés de mobilité dans la rue, etc., parce que là, elle regagne le monde ordinaire qui, lui, souffrent de carences en termes d'accessibilité et qui sont aussi largement expliquées, ce que je disais, probablement par finalement, ce serait cynique de dire le peu de considération qui est porté au niveau macropolitique au handicap, mais en tout cas le fait qu'il y ait encore beaucoup d'efforts à consentir, je trouve que c'est quand même compliqué, c'est-à-dire que j'ai quand même le sentiment que l'inclusion, pour finalement, que cette inclusion au sein de la société et non pas simplement au sein d'une entreprise, ce qui est déjà très important, ceci dit, hein, j'ai quand même le sentiment que pour que ce soit réussi, il faut que ce soit transversal et pas seulement l'apanage, je dirais, de quelques domaines. Et pour que ça fonctionne correctement, j'ai aussi le sentiment qu'il y a pas mal de choses à faire. Donc, parvenir à changer le regard, à éduquer les personnes au handicap, mais surtout, encore une fois, à favoriser la participation des personnes concernées. Mais bon, je vais pas me répéter parce que c'est vrai que on en a parlé, mais donc sur l'approche participative et sur cette possibilité justement de faire en sorte que les gens co-construisent. Donc, en tout cas, la participation me paraît vraiment importante pour l'inclusion et a fortiori si elle se conjugue avec des financements et des efforts institutionnels, parce que je pense qu'elle demeure aussi un des problèmes associés au handicap, c'est-à-dire à un moment donné, il y a quand même des questions de précarité, de ressources économiques, etc. Il y a quand même un nombre de déficiences importants qui nécessitent beaucoup de matériel, du matériel qui est extrêmement coûteux. Moi, j'ai l'exemple de tricycle adapté, par exemple, où on est sur 2500, 3000 euros pour le matériel en question, avec donc des dispositifs qui sont parfois assez exorbitants, peu ou pas remboursés par la sécurité sociale, etc., car pas éligibles. Donc, à l'arrivée, en fait, non seulement il y a un problème de considération éventuellement politique, et puis après, d'un point de vue purement en termes de ressources individuelles et au niveau d'un foyer, etc., en fait, c'est très, très cher d'être en situation de handicap selon les déficiences. Et après, du coup, ça fait entrer en ligne de compte on retrouve la hiérarchie sociale de finalement, si vous avez plus de revenus, etc., finalement, c'est entre guillemets plus facile parce que vous pourrez aborder un matériel plus onéreux et donc plus confortable. Mais en tout cas, j'ai vraiment ce sentiment qu'il y a pas mal de travail de ce point de vue. J'avais dit que je faisais de très concis, puis finalement, j'ai parlé longtemps. Pour rebondir sur les enjeux financiers, quand on travaille au quotidien dans le milieu du handicap, on se rend compte quand même qu'il existe de nombreux dispositifs qui nous permettent à financer, à compenser le handicap, mais qui sont extrêmement méconnus, en fait, et qu'il y a
Il y a vraiment un manque de communication des pouvoirs publics sur l'existant et sur les possibilités qui sont offertes à chacun et en particulier aux entreprises de permettre d'adapter les postes. Enfin, on en parlait encore ce matin en réunion, il y a des sommes astronomiques en matière de formation, en matière d'aménagement de postes qui sont vraiment à connaître. Très bien, on vous remercie en tout cas pour toutes ces informations et on arrive un peu à comprendre justement les limites aujourd'hui au sein de la société. Justement, pour faire un petit peu cette transition, je m'adresse à vous par exemple dans l'entreprise AFB, mais quelles seraient par exemple des potentielles clés pour améliorer justement cette inclusion et un petit peu rééquilibrer la balance, si je peux dire, par rapport à la société? Alors, AFB s'est lancé en fait en 2019 dans l'expérimentation d'un nouveau type de contrat qui s'appelle le CDD tremplin. L'objectif de ce contrat, c'est de favoriser l'emploi en entreprise classique, dont on parle depuis tout à l'heure, des personnes en situation de handicap. Donc, c'est bien au travers de ce contrat qu'on vise en fait l'inclusion. AFB a obtenu un agrément en fait qui permet d'embaucher des personnes en CDD-T, CDD tremplin. Et donc, on va vous laisser découvrir ça au travers d'une courte vidéo de présentation de ce type de contrat. Pour répondre aux défis de l'emploi des personnes en situation de handicap, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel permet une nouvelle approche dynamique au sein des entreprises adaptées, le CDD tremplin. Qu'est-ce qu'un CDD tremplin ? C'est une démarche innovante focalisée sur la réalisation du projet professionnel du salarié. Il s'adresse à des travailleurs reconnus handicapés, sans emploi ou qui courent le risque de perdre leur emploi en raison de leur handicap. Il permet d'obtenir un contrat à durée déterminée dans une entreprise adaptée d'une durée minimale de 4 mois et pouvant s'étendre jusqu'à 24 mois, renouvellement compris. Qu'est-ce que cela apporte concrètement aux travailleurs handicapés ? D'abord, l'accès à un emploi et l'acquisition d'une expérience professionnelle adaptée. Il peut également bénéficier d'une formation préqualifiante ou qualifiante répondant à ses besoins. Il bénéficie tout au long du parcours d'un accompagnement renforcé et individualisé qui favorise l'expression, la construction et la réalisation de son projet professionnel. L'expérimentation en renforçant l'autonomie et la responsabilité professionnelle du salarié doit lui permettre d'accéder à un emploi durable à l'issue du CDD tremplin. Comment les entreprises adaptées s'organisent-elles ? Elles doivent se doter d'une organisation et de moyens nécessaires pour assurer l'accueil, mettre en œuvre le projet professionnel et garantir l'accompagnement et le suivi socio-professionnel vers un autre employeur, public ou privé. Les stratégies de mise en œuvre de l'expérimentation peuvent être variées en fonction de la réponse aux besoins du salarié, des métiers exercés ou des besoins en compétences recherchés par les autres employeurs. Quels nouveaux partenariats sont possibles pour les entreprises adaptées ? Cette expérimentation permet aux entreprises adaptées de valoriser et partager leur savoir-faire inclusif auprès des autres employeurs. Elles peuvent mettre en place des partenariats avec les entreprises, les branches professionnelles et les acteurs du service public de l'emploi. C'est l'émergence d'un nouveau métier de placement qui vise le rapprochement de l'offre et la demande d'emploi. Tout cela participe au renforcement de l'ancrage et du rayonnement territorial de l'entreprise adaptée et contribue à la construction de la société inclusive. Retrouvez l'annuaire des entreprises adaptées sur le site www.unea.fr. Donc, c'est vrai qu'à AFB, on a changé complètement d'objectif en fait. Jusqu'en 2019, l'entreprise adaptée, c'était une entreprise qui était fermée, inclusive certes, mais fermée et reclue sur elle-même. Aujourd'hui, avec cette obligation et le fait qu'on soit rentré dans cette expérimentation-là, l'État nous dit, très bien, vous allez accueillir des personnes en situation de handicap, pour la plupart éloignées de l'emploi, vous allez construire avec elles leur projet professionnel, les accompagner.
et envisager ce qu'on appelle une sortie positive. Aujourd'hui, on a un objectif qui nous est donné par l'État qui est de 30% de sortie positive. Une sortie positive, ça pourrait être, comme vous l'avez compris, soit une sortie vers une formation dite diplômante ou certifiante, ou vers un emploi. Donc, tout l'enjeu ici, c'est d'essayer de travailler sur le transfert de l'entreprise adaptée vers l'entreprise classique. Et c'est là où on se rend compte qu'aujourd'hui, on a quelques difficultés et que ce n'est pas si simple que ça, quand bien même on a accompagné pendant 24 mois nos collaborateurs. Isabelle, peut-être en complément? C'est complètement ça. C'est aussi pour tout ça qu'on favorise en fait la mise en stage dans les entreprises, les visites, les rencontres, le réseau, de manière à ce que les personnes puissent se faire connaître. Mais effectivement, c'est pas aussi évident que ça en fait pour que les personnes en fait puissent s'insérer en entreprise classique. Il y a un vrai point pour moi aussi, c'est que aujourd'hui, je crois que dans les entreprises, les personnes qui sont au cœur de cette démarche d'inclusion, elles sont souvent portées par le service DRH. Et je pense que ça ne sera possible que si la stratégie, si on veille à ce que la stratégie, elle embarque toute la chaîne de valeur. En effet, que les RH seuls ne peuvent pas atteindre, pour moi, l'objectif de porter à eux seuls cette politique d'inclusion. Il faut embarquer toute l'entreprise et il faut que ce projet devienne une vraie réalité en s'appuyant à la fois sur une vision et une volonté portée par la direction et en s'appuyant, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, sur les opérationnels qui vont mettre en musique la politique. Et donc, pour ce faire, il faut vraiment une réflexion qui soit globale et que l'entreprise, elle réfléchisse, Anthony l'a dit, mais aux conditions d'accueil, aux modalités, aux conditions financières et économiques qu'elles sont prêtes à mettre et à dépenser dans ce projet pour réussir à travailler et à répondre à cette volonté d'entreprise plus inclusive. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment l'enjeu. L'enjeu, c'est d'aller au-delà des obligations réglementaires en matière de personnes en situation de handicap. On n'en a pas parlé, mais c'est vrai que les employeurs, ils ont une obligation qui est pour les employeurs qui embauchent à minima 20 salariés, ils doivent justifier de l'embauche de personnes en situation de handicap à hauteur de 6%. Et c'est vrai que très souvent, en fait, beaucoup d'entreprises ne respectent pas leurs obligations et ne versent et préfèrent finalement verser une contribution financière que d'avoir une vraie démarche. Et donc, je pense que ça, en ayant cette mentalité-là, en préférant verser cette contribution versus déployer une politique riche de sens, probablement, sûrement par méconnaissance ou par peur du handicap, je pense que la question, elle est vraiment là. Elle est au cœur de la stratégie de l'entreprise dans sa globalité. Et pour nous, le CDD, c'est comment aller à la rencontre de ces entreprises, comment faire le lien. Et je pense que passer de l'entreprise adaptée à l'entreprise classique sans avoir un moment de transition, peut-être de tutorat, identifier des personnes qui vont accueillir et recréer ce milieu bienveillant dans l'entreprise classique, je pense que c'est une vraie clé pour moi aussi. Alors du coup, merci pour ces précisions. Donc nous allons passer à la dernière question qui est finalement, quel est selon vous, selon vos expériences et votre ressenti, le management de demain pour les personnes qui sont en situation de handicap en entreprise. Donc, tout aussi bien AFB que Anthony, si vous voulez rebondir là-dessus.
finalement, je viens de… Enfin, voilà, je crois que tout au long de cette discussion et de ces différents échanges, on a compris qu'une entreprise inclusive, c'est une entreprise qui va réussir à créer et à comprendre les conditions d'accueil pour un environnement bienveillant. Et pour ça, ça va porter sur plusieurs réflexions, la sensibilisation des équipes. On l'a déjà dit, c'est comment compenser le handicap, comment créer des transitions entre une entreprise adaptée qui connaît le handicap et une entreprise plus classique qui le connaît moins. C'est faire preuve d'agilité, c'est finalement un management peut-être moderne en fait, ayant une réflexion globale pour un environnement, je ne sais pas, plus bienveillant en fait. L'idée, c'est vraiment de changer tous ensemble le regard des uns et des autres. Merci beaucoup. Est-ce que, Anthony, vous vouliez peut-être rebondir sur tout ça ou effectivement, tout a été assez bien résumé et dit? Je pense que tout a été assez bien résumé et dit. Je partage totalement cet avis et sur le côté finalement avoir une cohérence globale. Je pense que la bienveillance est importante et puis oui, c'est ça finalement, réussir à trouver le juste équilibre entre finalement offrir aux employés la possibilité aux collaborateurs la possibilité de s'épanouir, donc en ne tombant. Enfin, c'est ça, en fait, c'est, comment dire, oui, éviter l'écueil de la condescendance, de l'infantilisation, et ne pas non plus, à l'inverse, vouloir à tout prix susciter une autonomie sans aucun accompagnement qui peut être très difficile à atteindre. Donc, c'est trouver un juste milieu avec bienveillance. Donc, ouais. Merci pour votre intervention. Donc, on en a fini avec toutes les questions. Donc, maintenant, on va faire le résumé des questions qui ont été posées pendant cette masterclass-là. Donc, on vous remercie, intervenants, d'avoir participé. Donc, j'en profite. Donc, la première question qui nous a été posée, c'est quelle piste pour intégrer les salariés porteurs de handicap par les autres salariés? Donc, autrement dit, comment en fait lever les éventuels préjugés des autres collaborateurs en fait au sein de l'entreprise? Voilà, donc soit AFB ou qui peut répondre. Je crois que ce qui est important, c'est la notion de sensibilisation, de formation des équipes et de comprendre quels vont être l'impact de la personne, du handicap sur le travail ensemble en fait. Et vous avez des collaborateurs qui très facilement vont l'exprimer, d'autres qui auront plus de retenue et c'est finalement par le travail d'Isabelle, la connaissance du service RH, le lien avec la médecine du travail, où je le rappelle quand même, on n'a pas, on l'a mis vous avez posé la question, mais évidemment, nous n'avons aucune obligation de connaître le handicap. En entreprise, chez nous, on se dit, mais jamais on posera la question quel est ton handicap. Jamais. Ce qu'il faut comprendre, c'est quelles sont les conséquences du handicap sur ton poste de travail. C'est vraiment la question qu'on se pose au quotidien et que les collaborateurs dans l'équipe doivent savoir pour aussi adapter leur comportement par rapport à l'autre, à la personne qui arrive. Je rejoins complètement Violaine. C'est vrai que la sensibilisation est importante. Si on veut changer le regard, il faut aussi que les personnes aient une meilleure connaissance pour mieux comprendre en fait le handicap. Souvent, c'est par méconnaissance en fait. Merci beaucoup pour vos réponses. Nous avons je vais juste donner un petit exemple qui est très, très marquant. Vous avez une personne qui pourrait
avoir un syndrome autistique et vous prenez l'image d'une personne qui est devant une porte et qui a beaucoup de livres dans les bras. D'accord? Et devant, vous avez une autre qui veut, qui a les livres dans les bras, et à côté de la porte, vous avez une autre personne et qui voit arriver donc son collègue avec plein de livres dans les bras. Très naturellement, le commun des mortels, qu'est-ce qu'il va faire? Il voit son collègue arriver avec des livres dans les bras, il va ouvrir la porte. Eh bien, il y a des personnes qui, tant qu'on ne leur a pas dit, ne vont pas comprendre, ne vont pas avoir cette connaissance et cette intelligence des situations. Et donc, du coup, il faut expliquer à la personne, excuse-moi, j'ai des livres dans les bras, est-ce que tu peux m'ouvrir la porte? Et ça fonctionne, et de la même manière, je vais passer la porte. Et donc, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est expliquer aux autres quelles sont les conséquences, et si on a les clés, eh bien, ça fonctionne. Merci beaucoup pour votre exemple, pour illustrer justement cette réponse. Et nous avons encore une question de la part d'Émilie. Merci beaucoup, Émilie, pour votre question. Alors, quel type de handicap est plus facile et lequel est plus difficile à intégrer en entreprise? Excusez-moi, vous pouvez répéter? Oui, oui. Alors, je répète, quel type de handicap est plus facile et lequel est plus difficile à intégrer en entreprise? C'est très difficile de répondre à cette question-là parce que tout dépend de la personne, et Anthony, en ouverture, l'a exprimé en fait. C'est que vous avez deux personnes avec le même handicap qui n'exprimeront pas le même besoin, la même adaptation de poste. Donc, c'est difficile. Après, ce qui est peut-être quand même assez partagé, c'est que probablement que les handicaps psychologiques, ou en tout cas les handicaps plus invisibles, sont plus compliqués parce qu'on ne voit pas, et par définition même, mais voilà, je dirais que s'il y a un vrai travail à faire, et encore pour nous, entreprises adaptées, c'est sur cette notion d'handicap invisible. Je rejoins totalement ce que dit Violaine avec le fait, encore une fois, que l'expérience soit très individuelle, et en fait c'est comment dire, c'est toujours finalement plus facile à intégrer. J'ai envie de dire sur quel aspect, parce qu'en fait c'est vrai que si on prend par exemple le cadre, comment dire, le cadre matériel de l'environnement de travail, etc., il y a quand même des déficiences pour lesquelles énormément de choses sont faites. Je pense aux réglés de braille, aux synthèses vocales, etc., par exemple pour les personnes déficientes visuelles. Après, ceci dit, encore une fois, l'intégration et a fortiori l'inclusion d'une personne en situation de handicap, ce n'est pas que le cadre matériel. Et c'est vrai qu'à partir de là, c'est assez compliqué, parce que de bon nombre de déficiences vont quand même avoir leur propre spécificité, et chaque personne va ensuite incarner la déficience différemment. Ceci dit, effectivement, je crois qu'encore une fois, l'un des problèmes qui se pose le plus, à mon sens, c'est plutôt tout ce qui est de l'ordre des déficiences invisibles, et a fortiori de déficiences invisibles qui sont très méconnues, parce qu'après il y a des déficiences qui ne se voient pas, mais pour lesquelles il y a quand même un travail institutionnel avec des comment dire, en fait des déficiences qui sont vraiment très répandues, donc avec des, comment dire, un tissu associatif très dense, etc., qui fait qu'à la limite ça peut quand même être une ressource pour l'entreprise. Après, il y a des maladies et troubles et déficiences qui sont beaucoup moins répandus, qui ne sont pas visibles, qu'on connaît très peu, qui sont par exemple des troubles émergents. Je pense notamment à tout ce qui est troubles environnementaux, donc que ce soit certains troubles liés au bruit, les troubles, enfin les allergies aux produits chimiques, les troubles, les syndromes d'intolérance aux champs électromagnétiques, etc. En fait, il y a quand même tout un tas de choses qui sont très peu documentées dans la littérature scientifique, très peu existantes sur un plan, comment dire, associatif, etc., pas forcément reconnu par l'Organisation mondiale de la santé à part entière, etc. Donc en fait,
En fait, c'est compliqué parce que je trouve que ça peut quand même déjà écrémer beaucoup et exclure de fait un certain nombre d'individus qui ne rentreraient pas dans une nomenclature très, très précise et finalement qui seraient porteurs de déficiences, je dirais, bien établies, bien reconnues, etc. Merci pour ces précisions. Du coup, on va passer à la dernière question qui nous a été posée. Donc, d'après vous, quelle est la première cause qui empêche des entreprises en fait, de recruter plus de personnes en situation de handicap? Donc, c'est assez large. La première cause, pour moi, c'est la peur et la méconnaissance du handicap. Et penser qu'une personne en situation de handicap, elle sera moins performante qu'une personne lambda. Très bien. Je ne sais pas si vous partagez mon point de vue. Alors, moi, oui, je pense, selon moi. Et puis, peut-être, je ne sais pas, peut-être un côté financier. Ils ont peut-être peur, justement, que d'un point de vue financier, ça soit plus coûteux ou ces genres de choses-là. Je pense aussi à ça. Je ne sais pas si, justement, c'est le cas ou pas. Probablement, oui, tout à fait. Penser qu'une personne en situation de handicap, elle sera moins productive qu'une autre. Mais l'idée, elle est plutôt de penser qu'il faut, encore une fois, adapter son poste pour qu'elle devienne aussi productive qu'une autre. Voilà. Et on oublie l'adaptation du poste. J'ai le sentiment que, ouais, pour moi, ça questionne plus largement le rapport au temps. Et encore une fois, je pense que c'est très, très en lien avec à la fois le domaine d'activité et d'intervention de l'entreprise, et puis avec la façon dont l'entreprise, je dirais, exerce son métier. Mais c'est vrai que là, spontanément, je suis en train de penser à des, comment dire, à des métiers du tertiaire, type, je ne sais pas, conseiller sur des plateformes d'appel, etc., etc. Enfin, je me dis, en fait, il y a quand même un rapport au temps qui est vraiment structuré par l'urgence, justement, et je me dis que dans ce genre de métier, ça peut quand même être très compliqué parce qu'en fait, on fait la chasse à la sous-performance. Sous-performance étant quand même le fait de dépasser de 3 secondes la durée moyenne des appels, etc., etc. Donc, je pense qu'en fait, effectivement, il y a... oui, ça questionne. Il y a cette idée de performance qui est très importante, et le fait peut-être quand même de réévaluer ce qu'est la performance. Est-ce que la performance, c'est simplement le fait de faire le plus en un minimum de temps, etc., qui est pas le cas de toutes les entreprises, mais qui est bien évidemment l'une des caractéristiques de notre économie, en fait, aussi, dans une certaine mesure. Et je pense que oui, c'est ça. À la performance, je rajouterais finalement son lien très étroit avec le temps et la façon dont on utilise ce temps. Merci. J'ajouterai également l'intervention de Rémi qui a été faite dans le chat, qui ajoute également qu'il y a peut-être un souci de reconnaissance, et donc peu de salariés connaissent les dispositifs de reconnaissance d'une part, et peu de salariés osent faire la démarche compte tenu de l'image qu'ils vont penser en fait renvoyer à l'employeur ou à la hiérarchie. Voilà, c'était merci pour votre participation, Rémi. Et votre intervention également. Est-ce que quelqu'un avait quelque chose d'autre à rajouter, remarque ou autre? Moi, je voudrais vous remercier du coup, plutôt. Mais merci à vous. Merci à vous pour ce temps d'échange qui nous parle et qui nous porte au quotidien. Donc, merci en effet. Merci beaucoup. À vous. Merci bien. Et donc aux participants. Je vais pouvoir justement faire un petit peu la synthèse de ces 2 heures d'échange, parce que cette masterclass autour du handicap touche maintenant un peu à sa fin. Nous espérons, en tout cas nous,
le groupe d'étudiantes ainsi que les 3 intervenants que les différents participants auront avec ces précieux apports et cette réflexion. Vous nous quitterez tous encore un peu plus éveillés face aux enjeux et aux défis autour de cette thématique. Nous retiendrons par exemple en particulier les points suivants. Le handicap qui n'est pas forcément visuel et qui est un terme en fait bien plus complexe et profond qu'il n'y paraît, car il y en existe des conceptions et des perceptions très différentes. Un thème aussi qui soulève de nombreux défis, que ce soit économiques, institutionnels, sociaux et plus globalement en fait sociétaux de sensibilisation et qui se heurtent aujourd'hui encore à quelques limites, comme on a pu le voir avec les nombreux exemples de nos 3 intervenants. Et malgré cela, on note quand même des avancées positives avec des outils. Là, je peux faire référence au CDD tremplin chez AFB, mais aussi des initiatives plus nombreuses et inclusives dans les entreprises, des partenariats pour accompagner et favoriser une meilleure prise en compte des personnes en situation de handicap, ou encore tout simplement par la formation du management. Donc, c'est des signaux qui sont prometteurs pour l'avenir, mais qui restent encore à développer. Et ainsi, je finirai un peu sur ces quelques mots. Le handicap nous concerne donc tous, et c'est justement en prenant en compte ces points à travers ce type d'échange, comme aujourd'hui à travers cette masterclass, qu'on contribuera tous ensemble à une meilleure inclusion des personnes en situation de handicap. Voilà. Merci Camille pour ta synthèse. Donc, on tenait donc encore une fois à vous remercier donc, nos intervenants. Donc, merci Hélène, Isabelle et Anthony. Mais on voulait également remercier tous nos participants donc, pour votre écoute, vos apports et vos questions qui ont pu alimenter toute notre réflexion. Et on vous rappelle également donc, que la prochaine masterclass se déroulera le vendredi 25 février et elle portera sur le thème du marketing et communication des organisations culturelles. Donc d'ici là, merci à tous pour votre attention et bonne fin de journée. Merci. Merci. Merci à toutes et à tous.